Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un de spécial qui a un métier spécial que je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Alors, bienvenue Kumba. Hello! Comment vas-tu? Écoute, ça va super bien. Mais je suis ravie de te recevoir dans mon podcast Je peux pas, je vis ma vie pour montrer justement à toutes les personnes qui se demandent j'ai envie de faire un nouveau métier, j'ai envie de me lancer mais j'ose pas et je sais pas quoi faire. Comment est-ce que toi tu es devenu OBM? Ok, merci beaucoup de me recevoir. J'espère que ça va aider ou donner des petites pistes aux personnes qui écoutent. Alors, avant d'expliquer ce qu'est ton nouveau métier, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu, Kumba? Alors, qui je suis? Alors, je m'appelle Kumba, je suis française d'origine, donc j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 19 ans en France. Et ensuite de ça, je suis partie au Canada pour étudier. Et ensuite, j'ai décidé de rester là-bas au Canada. Et c'était là où j'ai vécu toute ma vie de jeune adulte, mes premières missions de travail, etc. Et que je suis devenue freelance. Et qu'est-ce que tu as fait comme études à la base? Alors, j'ai étudié à HEC, donc c'est une école de commerce au Canada. Et après ça, j'ai travaillé donc en entreprise classique, si on peut dire, en aéronautique. Je faisais tout ce qui était gestion de projet et négociation de contrats. Je suis transitionnée par une petite entreprise quelques mois et après ça, je me suis lancée en tant que freelance. J'ai commencé par une activité d'assistante virtuelle et après, assez rapidement, disons que mes réflexes un peu de gestion de projet, etc., sont revenus à la surface. Et donc là, j'ai mis entre guillemets l'étiquette de online business manager, qui est ce que je faisais un petit peu en low-key, on va dire, pour certaines de mes clientes. Donc là, vous avez la définition donc, de OBM. Voilà, c'est ça exactement. Mais donc avant, tu étais donc dans le salariat. Oui, exact. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas resté dans le salariat et que tu t'es lancé à ton compte comme freelance? Alors, donc, déjà, comme je disais, j'étais en aéronautique, donc c'est des grosses industries, il peut y avoir beaucoup de pression. Et j'avais envie de voir un petit peu si ça allait juste plus me correspondre dans une petite entreprise. Un peu ce qu'un employé recherche, être vu à sa juste valeur, qu'on valorise notre travail, etc. Et qu'on nous laisse aussi grandir. Je pense que moi, j'avais déjà ce besoin qu'on me laisse un peu tranquille, qu'on me donne des projets, qu'on me fasse évoluer, qu'on me laisse un peu cette liberté. Et finalement, ça l'a pas du tout fait dans la petite entreprise. Au niveau valeur, tout ça, ça n'a pas matché. Ça a été physique, comme on peut dire. Ensuite de ça, j'ai arrêté de travailler pour eux. Et là, on a le Covid qui est tombé. Donc là, j'ai eu une période de transition. Euh, Déjà, j'ai passé 3 mois à dormir. Donc, je pense que c'est un signe que j'étais fatiguée, on va dire. Et après ça, j'ai commencé à me documenter. Et en discutant un petit peu, en disant, mais moi, j'adore le challenge intellectuel. Par contre, j'aime pas qu'on soit sur bon dos, j'aime pas la structure, j'aime pas faire semblant, un peu qu'on peut reprocher parfois au monde corporate. Et en discutant avec une amie, elle m'a dit, ah, mais regarde le truc là que le gars à l'université, il faisait à HEC, le freelancing et tout. Et donc là, j'ai commencé à me documenter et à me former du coup pour devenir freelance. Donc c'est comme ça que la transition, elle s'est faite. J'étais pas encore sûre si ça allait être ma voie. J'avais recommencé des études en immobilier. Et puis finalement, quand j'ai terminé mes études, c'est là où un peu mon freelancing, il a décollé, on va dire. J'ai commencé à prendre l'effet boule de neige. Donc freelance, c'est un peu être indépendant, quoi. Oui, exactement. C'était tout simplement être vraiment payé pour le résultat que j'allais apporter et pas forcément la manière dont j'allais le faire. En fait, j'avais besoin d'avoir cette espèce de créativité intellectuelle, si on peut dire, qu'on me laisse un peu tranquille, mais que par contre, je sois accountable pour le résultat. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaisait dans le fait d'être freelance, même s'il y avait l'enjeu, un peu les vagues, les montagnes russes financières, surtout au début, on va pas se le cacher, ça valait quand même la peine pour moi. Mais c'est vrai que dans les métiers de salarié, bien souvent, t'as pas beaucoup d'évolution en fait de salaire et de métier. Et donc en fait, tu t'es lancé en parallèle de ton job que tu avais, ou alors tu avais lâché ton job et tu t'es lancé dans le grand bain du Non. freelancing? Si on rentre très en détail, j'étais juste avant la fin de ma période d'essai et j'avais demandé
certains conseils et on m'avait dit, commence à parler que tu veux évoluer, que tu veux développer dans le poste. Je savais très bien que ça allait pas plaire. Effectivement, ça n'a pas plu. Et en fait, ils m'ont laissé partir. Donc, j'aurais jamais quitté le job sans sécurité financière, mais eux m'ont laissé partir, ce qui m'a permis d'avoir quelques mois de répit et de réflexion. Donc, Ah, donc t'es partie avec une contrepartie financière, c'est ça que tu dis? le chômage, en fait. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai eu quelques mois au début. C'était un chômage canadien, hein, mais au moins, ça payait les factures, on va dire. Ah, c'est ça, Je veux c'est ce pas que je dis. rester trop longtemps dans le chômage canadien. C'est ce que je dis souvent, moi, enfin, nous en Belgique et en France, c'est que quand tu pars, t'es pas sans rien en fait. Tu as souvent le chômage ou des indemnités, donc mais donc en fait, si t'avais pas eu cette sécurité, de te dire: «Bah, ça va, j'ai mon chômage», est-ce que tu aurais lâché ce job ou est-ce que tu aurais cherché autre chose? En fait, je me sentais complètement piégée, mais vraiment, j'avais l'impression que la cage dorée s'était refermée sur moi et mais en fait, ça en devenait physique. Vraiment, j'avais des symptômes, des choses comme enfin, c'est pas juste dans ma tête, hein, mais je développais des soucis de santé aussi à cette période-là, comme, vraiment, je me sentais complètement piégée dans une cage dorée parce qu'en fait, j'avais un très bon salaire. Juste que, dans le premier travail, je me sentais, burnt out et dans le second, je me sentais bore out. Je m'ennuyais à mourir et ça me tuait, littéralement. Donc est-ce que j'aurais fait ça? Peut-être si j'avais entendu parler du freelancing, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais sur une voie avec des œillères, je connaissais pas autre chose, je savais même pas que ça existait pour moi. Enfin, quand j'ai découvert ça, c'était un monde parallèle, donc je savais pas que ça existait. Je commençais un petit peu à me documenter sur l'entrepreneuriat, comme à travers des business models comme des MLM, des choses comme ça. Donc, je commençais à sentir qu'il y avait autre chose, mais outre ça, en fait, je savais pas du tout que c'était possible. Vraiment, j'étais dans une bulle, quoi, une bulle dorée, mais une bulle. Donc, je saurais même pas te dire, en fait. Mmh et comment, justement, comment tu as commencé? Tu t'es formée? Comment tu as fait pour te lancer comme freelance? Tu as regardé comment devenir freelance sur Google? En fait, du coup, j'avais cette personne qui avait étudié dans la même université et j'ai commencé à regarder son contenu gratuit. Donc, lui, il est spécialisé dans le fait de former des gens, en fait. Donc, j'ai pris sa formation, tout simplement, parce que finalement, il y a énormément de logistique derrière, Je peux te outre la demander le formation prix de la métier. formation? Alors, c'est une formation que j'ai pris au début. Donc, j'ai eu un prix qui était, pour moi, à l'époque, ça me paraissait énorme. Mmh. Aujourd'hui, je pense que c'est dans plusieurs milliers d'euros, je pense. Ouais, parce que ça, c'est souvent le frein. Heu, Ouais. À et toi, l'époque, tu as pas eu de moi, ça me problème paraissait. Ah bah à payer si, 1 parce 000 que € alors que tu étais au chômage? ben, en fait, c'était un espèce de pari avec moi-même. Je pariais sur moi-même, quoi. Donc, et j'étais déjà, comme je l'expliquais, je commençais à être ouvert sur cet esprit entrepreneurial. Il faut investir en toi pour te développer, etc. Donc, je commençais déjà à avoir un petit peu ce mindset, mais à l'époque, ça me paraissait énorme ce que j'avais investi. Aujourd'hui, je regarde, je suis comme, bon, franchement, c'était Rien du rien. tout. Ah non, vraiment, par rapport à ce que j'ai investi derrière en tant que freelance, c'était rien. Mais sur le coup, ça me paraissait énorme, mais c'était un pari, je pariais sur moi. Et par contre, outre les incertitudes que j'avais, le truc que je savais, j'étais comme, j'ai ma tête, elle est à peu près bien faite, donc je vais trouver une solution. C'était le seul truc que j'étais sûre, on va dire. Donc, je sais pas si j'aurais eu ce courage-là, parce que je pense que j'avais un peu ce truc-là, je veux surtout pas retourner. Et j'avais commencé quand même à passer des entrevues pour voir ma valeur sur le marché. Et franchement, j'aurais eu un très très bon salaire. Vraiment, j'avais passé des entrevues et bon, c'était proche peut-être des 6 chiffres. J'étais comme, ok, je vais ce filet de sécurité là, si jamais je veux retourner, mais je vais me lancer, je vais voir ce que ça donne et au pire, je pourrais toujours retourner en entreprise. C'est ce que je m'étais dit. Donc il y avait malgré tout des peurs, mais ça t'a pas empêché d'avancer? Ben non, non. J'avais pas le choix en fait dans ma tête. Ouais, Je c'est ça, savais que ça allait être il y avait pas de plan B. C'était, non. je veux tester. Ouais, j'aurais pu retourner en entreprise, mais je savais que j'allais être très vite pas bien. Ouais, c'est ça. Donc non, c'était pas vraiment une option.
Et donc, tu as pris cette formation-là c'est pour devenir freelance ou pour devenir assistante virtuelle? Non, pour devenir freelance. Et en fait, pour devenir assistante virtuelle, en fait, j'ai juste appris sur le tas. J'avais suffisamment de compétences de manière générale. J'avais déjà travaillé, donc il y avait un savoir-être que j'avais déjà, que j'ai simplement réutilisé. Et après, tout le reste, j'ai appris. Donc, c'est-à-dire que j'avais une mission, j'allais chercher à côté comment on fait ça, quoi. Je veux dire, sur mon temps libre, je me formais toute seule, etc. J'ai juste appris au fur et à mesure en fonction des besoins de ma cliente. Très autodidacte. Ouais, 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 ouais. Et Google, c'est comment, mon meilleur ami. et comment tu as fait pour justement trouver tes premiers clients? Alors, du coup, pour la première cliente, elle faisait partie de la communauté de freelance. Du coup, enfin, c'était un contact et elle avait juste posté qu'elle avait besoin d'un assistant, donc ça avait été posté dans la communauté. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai passé plusieurs mois avec cette cliente, j'ai beaucoup appris, c'était une infopreneur. Et ensuite de ça, j'ai commencé à discuter autour de mon réseau, une personne qui avait une agence. Donc là, j'ai trouvé ma deuxième cliente qui n'était pas du tout entrepreneur, qui était actrice. Et donc, en fait, comme ça, je me suis débrouillée. Ensuite, j'avais suivi une formation. La personne qui donnait la formation avait besoin d'une assistante. Je lui ai vendu une OBM parce que, en fait, c'est ce dont elle avait besoin. Elle ne connaissait juste pas le métier. Et après, effet boule de neige, réseau, mes clientes qui parlent à leurs amis entrepreneurs. Et du coup, c'est comme ça que ça se fait beaucoup, en tout cas pour ma part. Plus par le bouche à oreille que... Ouais, plutôt le réseau. Après, j'ai déjà trouvé des clients avec d'autres stratégies, par exemple des plateformes qui sont sous-cotées. Donc voilà, pour avoir ça comme plan B, par exemple. comme Parce que j'avais quand même ce stress. ou Voilà, Malte. c'est ça. Exactement. Donc moi, j'ai pas accès à Malte parce que je suis pas, enfin, je suis française, mais pas, j'y ai pas accès. Mais ouais, Upwork, exactement. Et en fait, ça, c'est une des choses qui m'a permis juste d'avoir ma sécurité financière, dans le sens où si un jour j'ai un problème, j'ai toujours ce que j'ai bâti sur la plateforme. Et puis, c'est un peu un espèce de coussin de sécurité, entre guillemets, je le vois comme ça. Mm. Même Et si donc, j'ai plus de clientes en direct, en fait. et comment tu es passée de assistante virtuelle à OBM? Alors, en fait, j'étais assistante virtuelle. Je faisais déjà des tâches d'OBM payées au prix d'assistante virtuelle, évidemment, comme toujours. Mais en fait, j'ai commencé à entendre sur le marché américain. Et du coup, dès que j'entendais un mot que je ne comprenais pas, en fait, je cherchais ce que ça voulait dire. Et à force de me renseigner, j'étais comme, OK, mais en fait, c'est ce que je fais déjà. Je vois pas la différence. Et moi, je pensais que j'étais une assistante virtuelle super, super efficace. Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est pas tout à fait le même métier. Et du coup, c'est comme ça. C'est en me renseignant, en commençant à l'entendre sur le marché américain. Qu'est-ce que c'est en fait une OBM? Alors, une OBM, si je peux un petit peu le simplifier, ça va être une personne qui va venir dans l'entreprise, qui va analyser un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du système, de l'équipe, de l'organisation, et qui va aider le chef d'entreprise, qui est censé être le visionnaire bien souvent, à réaliser un peu sa vision. Donc, ça va passer par, je sais pas, il veut créer tel projet. OK, mais là, il faut embaucher une personne qui fait ça, il faut dégager du temps, il faut dégager des fonds, on économise sur ça. On gère le projet et qui va suivre toutes ces morceaux. Donc, c'est vraiment, si je le simplifie, quelqu'un qui va concrétiser la vision du CEO et prioriser. Et là aussi, encore une fois, en tant qu'autodidacte, ou tu t'es formée Alors, je me suis formée pour aller plus rapidement, juste pour avoir des templates, pour savoir c'était quoi les pratiques de l'industrie, en fait. OK, aujourd'hui, quand on dit une OBM, what are we expecting? En gros, c'est ça. Et donc, je l'ai fait. C'est vrai que quand je faisais mes formations, des fois, j'étais comme, bon, je le sais déjà. Mais voilà, j'avais besoin de voir c'était quoi le standard, étant donné qu'il n'y en avait aucune sur le marché français. En tout cas, aucune à ma connaissance. Finalement, sur le marché français de France, il y en avait quelques-unes sur la map, mais franchement, c'était un peu solo monde, quoi. Donc voilà, j'avais besoin d'un point de référence et c'était plutôt sur le marché anglophone qu'il y avait des formations. Et la plupart de tes clients, alors, c'est des Américains? Eh ben non. Alors, quand j'étais au Canada, j'avais des clientes françaises plutôt, quelques américaines, mais plutôt françaises. Et maintenant que je suis plus au Canada, j'ai plutôt des clients canadiennes. Ah oui, c'est drôle. Donc, mais par contre, je tiens à préciser que les clientes françaises que j'avais, elles avaient quand même une culture
anglophones, dans le sens où elles allaient se former sur le marché américain, elles allaient écouter des livres qui n'étaient pas traduits en anglais. Elles avaient déjà cette ouverture d'esprit et cette ouverture culturelle qui faisait que oui, en tout cas pour la plupart, hein, et déjà, je voyais une grosse différence au niveau du mindset. Donc, elles étaient françaises, mais déjà très ouvertes sur le marché américain. Et c'est des personnes que tu accompagnes sur le long terme alors ou Alors en fait, tu as un peu les deux. Pour ma part, je peux faire du projet, genre sur quelques mois, organiser telle chose dans l'entreprise. Et après, je vais avoir des clientes beaucoup plus long terme. Ouais, j'ai les deux. et justement quand tu arrives en fin de contrat, tu as pas cette peur de te dire: «Oh mon Dieu, j'ai bientôt terminé avec elle, il faudrait que j'en trouve une nouvelle»? Oui et non. En général, oui et non. Dans le sens où parfois, tu te dis juste comme j'ai aidé ce client, c'est ce dont il avait besoin. Je sais pas, ça a marché dans un format court, mais je sais pas si ça aurait marché sur le long terme, en fait, si ça se serait pas essoufflé, etc. Donc, je le vois plus comme ça que sur mon propre besoin, entre guillemets. Évidemment, c'est ma responsabilité d'aller chercher des opportunités. Donc, en fait, je l'anticipe, je sais, là, je suis comme, OK, dans X mois, là, il va y avoir un creux. Qu'est-ce que je vais mettre comme action en place pour avoir d'autres ventes, remplacer ce projet qui se termine, etc. Mais ça, c'est ma responsabilité. Mmh. Donc, oui, ça vient avec une forme de stress, mais il y a toujours des solutions. On y arrive. Et mais oui, justement, moi, je parlais de bilan de compétences parce que bien souvent, les gens, quand ils savent pas quoi faire d'autre, ils se réfèrent à un bilan de compétences. Et Mhm. toi, comment est-ce que tu t'es dit, «Tiens, pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans le digital? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a attirée?» Je pense qu'il y avait un aspect très limité. Vraiment, je pense le côté où j'ai été accountable pour ce que je rendais comme travail à mes clients, le fait que j'avais une forme de liberté sur la manière dont j'allais le faire, le fait de voir l'impact assez direct finalement de mon travail, parce que quand on a une cliente qui vous dit ah bah c'est mon premier week-end ou enfin bon j'ai ouvert l'ordi 1 heure en 7 ans, bon bah là on voit directement le fruit de son travail et ça c'est la magie un peu du digital en fait. C'est qu'on peut créer tellement. Et bah, d'ailleurs, je vais partager, j'ai une cliente hier qui m'a donné un des meilleurs feedbacks. Elle m'a dit que quelqu'un est venu la voir en lui disant ah, mais t'as une super équipe, elle doit être super efficace, son équipe. Vous êtes combien? 10? On est 3. Et Ça, on c'est le fait meilleur compliment. le Et job donc, pour 10. c'est ça. Sauf qu'en fait, c'est tellement optimisé, tellement pensé, ce qu'il faut automatiser, c'est automatisé. Enfin, on a une autre personne qui est excellente et en fait, rien que ça, c'est ça mon travail. Et ça, c'est possible pour moi grâce au digital. Mmh. Donc, je ne sais pas si on aurait été aussi efficace si on devait pointer tous les lundis en bureau, très honnêtement. Et tu pourrais pas vivre la vie que tu mènes aujourd'hui parce que là, tu es plus au Canada. Non. Du coup, j'ai quitté le Canada. Enfin, j'ai passé d'abord 5 mois au Brésil. C'était censé être une pause. Et en fait, là-bas, j'ai décidé que j'allais quitter le Canada et juste voyager et travailler en même temps. Donc non, déjà, je pourrais pas avoir cette liberté-là. Et juste le fait de pas avoir à demander l'autorisation à qui que ce soit, Mmh. ça, c'est priceless. Et tes journées, alors, elles ressemblent à quoi? Et bah, ça dépend. Par exemple, le lundi, c'est ma journée full call. Donc là, avec le décalage horaire, en gros, j'ai été en call. J'aime bien me lever tôt parce que j'ai une française, donc que j'ai le matin. Je bosse un petit peu sur son projet. Et après, c'est toute ma journée où j'enchaîne. Donc, entre deux calls, je vais faire, par exemple, des actions dont on a parlé dans le meeting. Comme ça me fait gagner beaucoup de temps. Je suis encore dedans. Donc là, j'ai eu des calls jusqu'à 21h30 à peu près hier. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, ce matin, je me suis levée tôt parce que il y avait un rendez-vous internet, c'est un détail. Mais j'ai été prendre un café et manger une pâtisserie locale ici. Après, je suis allée tranquillement manger avec les gens du coworking. J'ai juste mangé aujourd'hui. Donc, J'ai c'est pu beaucoup manger. plus chill, en Et fait. tu avais un petit moment pour tourner le podcast. Exactement. Non, mais aujourd'hui, tu vois, c'est une journée assez chill. Donc, choisie. J'ai des journées où c'est plus focus boulot, call. Et après, j'ai des journées vraiment off où je prends pas de call, sauf si c'est urgent. En vrai, j'ai des boundaries, mais par contre, j'ai l'intelligence de les ajuster si besoin. Donc, si j'ai une cliente qui a
un souci, ben, le vendredi, je la prends en call, en fait. Ça fait partie de mon service, en fait. Donc, Mais voilà. tout en respectant ton rythme et tes disponibilités. C'est ça. Mais en fait, en ayant ces limites que je mets, je sais quand entre guillemets, les franchir et que je me sens pas dérespectée. Et c'est pas forcément mes clientes qui vont le faire, c'est moi qui vais proposer en fonction de la relation, etc. Donc, je pense que c'est ça qui me plaît le plus, mais aussi parfois ça peut être challengeant de mettre son propre pied à terre pour mettre les choses au carré, etc., se sentir respecté. Ça peut faire partie des challenges d'être à son compte. On n'a personne d'autre pour nous défendre, on n'a pas un boss, on n'a pas un manager, c'est à nous de le faire aussi. Et est-ce que le fait d'être à ton compte et d'avoir des clientes, est-ce que la relation est différente avec tes clientes et tes collègues que quand c'était en salariat? Alors, j'ai eu plusieurs expériences, on va dire, quand j'étais en entreprise, donc j'avais un peu la relation très formelle avec les clients, surtout que moi, je commençais. Donc, j'étais vraiment en mode faire mes preuves. Donc ça, j'avais ce type d'équipe. Mais après, j'ai eu aussi la chance d'avoir des très bons boss, quand même, faut le dire. Et je me rends compte encore plus aujourd'hui en étant à mon coach, parce qu'il y a des choses qu'un de mes boss, par exemple, me disait, que j'utilise encore aujourd'hui dans ma manière de gérer mes projets, relations clients, etc. Donc là-dessus, je pense que j'avais un bon leader, en fait, et qu'il y avait de la transparence. Et que, par exemple, pour revenir un peu à cet aspect de liberté, je pense que ce manager-là, il a su détecter dans l'équipe les caractères de chaque personne et leur donner ce que ces personnes-là voulaient. Donc moi, c'était de la liberté et des responsabilités. C'est exactement ce que j'ai eu. J'ai eu d'autres collègues, c'était d'autres choses dont ils avaient besoin. Et en fait, il a su faire marcher cette équipe dans un environnement qui n'était pas forcément sain. Donc l'entreprise avait des problèmes, les directives, etc., étaient peut-être problématiques, on va dire, entre guillemets. Mais ce manager a su créer, en fait, cette équipe-là. Donc, là, dans cette équipe en particulier, j'avais quand même des relations très cool avec mes clients. Et au niveau, par contre, de mes clientes, pour répondre à ta question, globalement, la majorité du temps, c'est assez relax. Je connais mes clientes d'un point de vue aussi personnel. Évidemment, genre, mon but, c'est de leur laisser la place, mais elles me connaissent, elles savent où elles sont. Genre, c'est beaucoup plus friendly. Je care genuinely about my client. Comme vraiment, ça m'intéresse de savoir où elles sont rendues aussi dans leur vie personnelle, parce que dans tous les cas, ça va impacter le business. OK. Et donc, comme je considère que je gère et l'argent, entre guillemets, et l'énergie de la cliente, il faut que je sache ce qui se passe aussi. Et donc est-ce que tu as un sentiment de solitude derrière ton écran ou alors, est-ce qu'il y a des rencontres en présentiel ou? Et moi, j'ai des clients que je rencontre en présentiel. Dès que j'ai l'occasion, j'essaie de le faire. Parce que des fois, je trouve ça, je sais pas comment dire, comme un peu trop facile de juste être derrière son écran. Puis, je trouve ça dommage. Je pense qu'on y perd un petit peu. Donc, si j'ai l'occasion, je vais rencontrer mes clientes. La solitude, ça va être peut-être dans les moments où, comme je disais tout à l'heure, faut mettre un peu son pied à terre, où on va avoir des moments de doute, genre sur notre travail, sur la qualité, ça arrive. Après, pour ça, j'avoue que là, ces dernières années, j'étais dans un mastermind spécialisé pour les OBM. Donc, j'avais quand même une sorte de soutien et de support où je pouvais aller discuter un peu de ces problématiques que je pouvais rencontrer. Donc, je trouve des moyens un peu de pallier à cette solitude qu'on peut avoir. Donc tu continues à investir en toi? Ouais, oui. Alors maintenant, c'est non discutable. Je serais curieuse, je pense qu'il faudrait que je revienne dans mes anciens trucs de compta des années précédentes. Mais quand je dis j'investis, c'est le pourcentage que j'investis. Je pense qu'un comptable s'arracherait les cheveux. J'investis énormément dans ma formation, dans mon développement. Parce que en même temps, c'est ce que j'attends de mes clients. Donc, je le fais moi-même. Si je m'attends à ce que mon client ait suffisamment de maturité entrepreneuriale pour prendre soit une OBM, soit quelqu'un dans son équipe, et qu'il n'est pas en train de négocier un logiciel à 30 dollars par mois alors que ça va nous sauver X nombre d'heures, en fait, je vois pas pourquoi je l'applique pas à moi. Sinon, ça serait hypocrite. Si je m'attends à ce que mon client il fasse l'effort pour développer son mindset, pour développer ses stratégies, etc., je le fais aussi, en fait. Le but, c'est que tout le monde s'élève à un autre niveau et j'applique ce que j'attends de mes clients. Mais du coup, à l'inverse, quand j'ai des clients qui vont négocier des petits logiciels
ou de fait de se développer quand il y a un besoin ou quoi, déjà, je commence à avoir peut-être certaines limitations qui font que le business ne grandira pas autant qu'il pourrait. Est-ce que, est-ce que tu as le luxe de pouvoir choisir tes clients? Ouais, je refuse certains clients, ouais. Ouais, ouais. Oui. Et puis, même si je l'ai pas, aujourd'hui, je le prends. Je l'autorise, enfin tu Ah oui, non, non. Ma santé mentale, non. ouais. Donc ça m'arrive, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps et it's okay. On n'a juste pas les mêmes valeurs, on communique pas de la même manière, comme it's fine. Mmh. Alors je te disais que j'avais eu certaines questions, Ouais. hem, j'attends qu'elles réapparaissent, mais je me rappelle d'une, de mémoire, donc c'était, quels sont les outils que tu utilises, pour, t'organiser? Alors, moi, je suis certifiée dans Notion, donc j'utilise Notion. J'utilise des logiciels comme Dubsado, Calendly, Canva, un peu les basiques Slack. Maintenant, je tiens quand même à dire que, certes, à mes yeux, il y a des outils qui sont plus performants que d'autres. Déjà, quand on sait bien les utiliser, ça c'est un premier point, mais il faut pas non plus perdre de vue l'objectif. C'est que parfois, c'est plus pertinent de faire des choses à la main plutôt que de chercher à tout automatiser dans son business quand on n'est pas rendu là. C'est une perte de temps souvent et souvent, ça peut être utilisé comme une distraction. Donc, par exemple, je sais pas, un nouvel entrepreneur qui met 10 ans à faire son site web lui-même au lieu d'aller chercher des clients, ça, c'est une distraction, par Mmh. exemple. Et tu disais aussi que l'outil d'automatisation des tâches, c'était pas le plus important, ou alors non, c'était la dernière question, je crois. Non, c'est ça? Ben, l'outil, s'en fiche un peu, en fait, dans le sens où ça va dépendre du niveau du business, en fait. En fait, il y a un espèce de phénomène un peu drôle, c'est qu'au début, souvent, les gens, ils s'y connaissent pas trop, ils prennent des logiciels super simples. Ensuite, ça prend le melon, le truc grossit un peu, on met plein d'automatisation de partout. Et ensuite, on retourne au logiciel simple qui, certes, coûte un peu plus cher, mais qui t'évite de payer 3000 autres logiciels et de faire 3000 autres travail en plus pour les maintenir, des systèmes. Donc, même, en fait, c'est au début, on y va avec la simplicité, ensuite, on complexifie tout. Et après, vraiment, quand les gens commencent à faire des sous, souvent, ils reviennent à la simplicité. Parce Mmh. que bah, c'est ça qui finit par freiner le business. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un peu faut pas forcément être trop pressé de tout automatiser, etc. Mais parfois, quand on voit, je sais pas, un exemple tout bête, si on voit qu'on passe notre temps avec 5 emails là pour savoir à quel moment tu es disponible, ça, non, en fait, ça, c'est plus possible. On utilise un calendrier et il n'y a plus de discussion. Mais parfois, ça ne sert à rien de trop complexifier. Les Mmh. outils, c'est plus, bah, ça, c'est des outils. C'est censé améliorer ce qu'on fait déjà de bien. Et quelles compétences techniques penses-tu qu'une OBM devrait absolument maîtriser? Eh ben, il y a autant d'OBM que de personnes, donc c'est un peu difficile de répondre. Mais je pense que ce qui est attendu d'une OBM, ça va être d'être capable de penser de manière stratégique, de vulgariser la pensée du CEO en système. En fait, pour moi, c'est ça notre travail. Donc, le CEO, il veut faire tel projet. Bah, toi, tu vas penser, OK, il nous faut telle plateforme, on communique comme ça, il faut tel membre de l'équipe. C'est un peu ce côté chef d'orchestre Mmh. tout en pensant aux intérêts de l'entreprise. On protège l'entreprise avec ce qu'on fait. Euh, et ben, un peu cet aspect gestion de projet, etc. Donc ça, je pense que c'est un peu la base d'une OBM, mais il y a plein de types d'OBM pour être honnête. Euh, c'est comme Ouais. difficile à dire. Je pense que c'est plus des questions de savoir-être presque. Outre Mmh. l'aspect un peu technique, genre gestion de projet et être suffisamment vite dans sa tête, comme je disais, en mode t'as un logiciel, un nouveau client utilise un logiciel, tu sais pas utiliser, en fait tu vas juste te former en 1 heure, c'est plié quoi. Parce que Ouais. si tu as ce mindset un peu système, étape, etc., processus, c'est plus un sujet. Par contre, avoir une bonne posture, être capable de se placer au même niveau que son client, ça c'est super important. Parce que si ton client déjà, il t'embauche en tant qu'OBM et il pense que il n'y a comme pas un rapport d'égalité, déjà, en fait, c'est foutu. En fait, ta mission, elle est foutue parce que ça veut dire que euh, ton client, il te voit comme une exécutante. Donc, en fait, tu n'es pas vraiment une OBM. Si tu n'es pas capable de aussi faire valoir peut-être ton analyse, etc., ça reste le business du client, mais
déjà rien que ce rapport-là de départ, ben, beaucoup c'est dans le savoir-être, dans la confiance que tu as dans tes processus, etc. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence entre une bonne OBM et une OBM plutôt débutante. Mais je pense que c'est en lien avec la dernière question, c'est quelle est sa façon de motiver et de diriger un entrepreneur avec son équipe? Euh, Souvent, déjà, il y a des petites équipes quand j'arrive, voire pas d'équipe. La manière de motiver, ben, en fait, j'ai pas besoin de le motiver, le client. Tout simplement parce que C'est pas du coaching. mais il peut y en avoir, ça peut arriver, mais je me considère pas comme une coach. Mais oui, parfois ça peut arriver, aussi pour recadrer un petit peu la mission et parler des valeurs. Donc le client, enfin, je dis le client, en fait, c'est la cliente souvent. Elle sait comment je travaille, elle sait comment je perçois les choses. En fait, à partir du moment où j'ai l'intérêt de l'entreprise et la vision de l'entrepreneur, que je comprends ça, j'ai pas vraiment besoin de le motiver, j'ai juste besoin de parler le même langage que ma cliente. Mmh. Donc parfois, ça peut être, je sais pas, si je fais une analyse financière au début de la mission, je regarde un petit peu, je suis capable de détecter ben, le seuil de rentabilité de l'entreprise et par exemple le taux horaire de ma cliente. Euh, et puis ensuite, ben, si on a un projet à faire, puis qu'il y a une cliente qui a encore peut-être certains types blocage mindset sur certaines choses, je sais pas, soit embaucher une personne pour faire une tâche spécifique, soit prendre un outil. Ben moi, en fait, je vais juste lui dire, OK, donc en fait, toi, avec ton taux horaire de $300, tu es en train de me dire que tu veux passer 5 heures à faire un truc sur lequel tu n'es pas bonne, alors qu'en fait, budget-wise, c'est mieux de prendre quelqu'un. OK, est-ce qu'on peut rigoler un peu? OK, Mmh. on avance, tu vois. Fait que c'est un peu, des fois, juste aller à l'essentiel, revenir un petit peu aux bases, c'est quoi l'objectif? Et souvent, mon objectif, c'est de juste recentrer, OK, c'était ça l'objectif, ça, on va le prendre, on va le garder pour plus tard. Ça, il faut que ce soit en ordre, on avance petit à petit. Et en fait, de juste prendre la créativité de la CEO et juste la mettre dans le bon ordre, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas tant de motivation à avoir, en fait. Et puis, au niveau des équipes, je pense que déjà, quand on sait où on s'en va, bien communiquer aux équipes. Et puis, ben, le point, je pense, c'est si, par exemple, il y a un problème avec quelqu'un de l'équipe, ça va être, est-ce que c'est un problème de la personne ou est-ce que c'est un problème parce que l'entreprise n'est pas capable de donner les bons outils à la personne. Donc déjà, il y a une première remise en cause. Et ensuite de ça, bah, c'est de voir comment ça évolue une fois qu'on donne les outils. Et puis peut-être que parfois, la personne ne fit pas avec la culture, en fait. Mmh. Donc, il y a ça à évaluer et bah, ça, c'est dans la pratique. Franchement, j'ai pas une bonne réponse. Et Mmh. ce que je dis, bon, c'est des choses un peu que j'ai vues, que j'ai pu mettre en pratique, mais la gestion de l'humain dans un business, bah, c'est ce qu'il y a de plus complexe, en fait, hein, partout d'ailleurs. En fait, quand elles viennent te voir, elles sont un peu dépassées, elles ont besoin de remettre de la clarté, de se C'est libérer un ça. peu de C'est la ça. Mais charge en fait, je mentale. pense qu'il exactement. Mais je pense qu'il y a quand même un point où ça va être des entrepreneurs qui ont déjà validé leurs produits. C'est pas Mmh. quelqu'un qui arrive, idéalement, c'est quelqu'un qui fait déjà des sous, qui a déjà validé son offre. D'accord. Donc, on vient amplifier et rendre excellent ce qui est déjà bon. Mais si on ne sait même pas si le produit marche, peut-être que c'est pas le meilleur move de prendre une OBM sur le long terme. Dans ce cas, Mmh. il vaut mieux aller avec un projet, on part sur de bonnes bases, un truc simple, et ensuite on valide d'abord l'offre. Et je pense vraiment qu'en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, on n'a pas encore de business presque, entre guillemets. Ou en tout cas, l'offre n'est pas encore validée. Ça dépend des enjeux et des ambitions aussi du CEO, mais Nickel. Bah, merci et écoute, on va terminer et en fait, ce que je voudrais, c'est que, bah, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui n'ose pas se lancer et qui veut changer de métier? qui n'ose pas se lancer en tant qu'OBM ou juste freelance en général? Je dirais juste dans un projet de reconversion pour, Ok, heu, pour avoir une vie professionnelle plus épanouie. ok. Bah, déjà, déjà, tu es bloqué là où tu es. C'est pas foufou. Imagine dans 5 10 ans comment ça sera. Donc, pas foufou. Voilà, on devine. Et puis, en vrai, bah, moi, je conseillerais à quelqu'un de tout simplement tester du freelancing. En plus, en fait, sur ses heures, d'allouer un certain nombre d'heures en dehors de ses heures de travail.
Potentiellement, étant donné que c'est quelqu'un qui travaille, il y a peut-être plus de budget pour investir dans une formation. Gagner du temps au niveau des recherches pour pas être trop dépassé par toutes les informations sur Internet gratuites. Parce que en fait, ce temps-là, il n'y a pas. Prendre une bonne formation, commencer ce métier-là à temps partiel sur le côté et voir comment on se sent, prévoir un coussin financier et puis quand on est prêt, faire la transition. Mais pas forcément besoin de laisser son emploi. Moi, j'ai entendu parler sur le marché américain, une fille qui adorait ce qu'elle faisait parce qu'elle travaillait dans une non-profit, donc je sais plus comment, OSBL. Et par contre, à côté, elle a développé ses projets, elle a trouvé une sorte de format qui lui correspondait et je pense qu'elle a fait 150 000 en plus de son travail. Ouais. Donc, elle a gagné plus dans son freelancing que dans son travail, mais elle aimait son travail et elle a juste trouvé un bon modèle d'affaires qui lui correspondait et derrière, ça a roulé, quoi. Donc, tout simplement, le tester sur le côté, en fait, ça coûte pas grand-chose et au pire, au moins, on n'aura pas de regrets. Moi, je trouve que c'est le pire. C'est ça, ne pas avoir de regrets. Merci, Non, on va terminer là-dessus. Merci Koumba, merci pour tous tes bons conseils. Merci à toi. Pour nous avoir partagé ton parcours et nous montrer en fait que voilà, dans la vie, quand on veut, on peut. Ça peut être nuancé, mais on peut au moins essayer, ça coûte rien d'essayer. C'est plus ça. Bon, merci, à bientôt. Merci beaucoup. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés. Je vous mettrai les références de Koumba sous la description du podcast si vous avez des questions à lui poser. À bientôt. Bye.